On en parle partout. Sur les plateaux télé, dans les rapports officiels, dans les journaux. Mais au fond, que sait-on vraiment des frères musulmans? D'où viennent-ils? Que veulent-ils? Et pourquoi font-ils autant parler d'eux? Mouvements religieux? Organisation politique? Danger pour la République? Ou fantasme médiatique? Et si on prenait 10 minutes pour comprendre ce qui se cache derrière ce nom? Tout commence en Égypte, il y a bientôt un siècle. Nous sommes en 1928. L'Empire ottoman vient de s'effondrer. Le pays est officiellement indépendant. Mais en réalité, les Britanniques sont toujours là, très présents. L'Occident s'impose partout, dans l'armée, l'éducation, la culture, et ça dérange. C'est dans ce contexte qu'un jeune instituteur du nom de Hassan al-Banna décide de réagir. Il a une idée simple, mais puissante. Pour que la société retrouve sa dignité, il faut revenir à l'islam. Un islam qu'il considère comme pur, moral, juste et surtout complet, qui encadre la vie publique autant que privée. Avec quelques amis, il fonde une petite association, Jama'at al-Ikhwan al-Muslimun, qu'on peut traduire par Société des frères musulmans. À l'époque, personne ne se doute que ce modeste groupe va devenir l'un des mouvements islamiques les plus influents du XXe siècle. Dès le départ, les frères musulmans ne se contentent pas de parler de religion. Leur projet est bien plus vaste. Ils veulent réformer la société tout entière. Leur slogan est clair. L'islam est la solution. Pas juste une religion pour la vie privée, mais un système global qui guide aussi bien la politique, l'économie, l'éducation ou la justice. Pour eux, les problèmes du monde musulman viennent d'un éloignement de l'islam authentique. Ils veulent donc remettre Dieu au cœur de tout, dans les écoles, dans les familles, dans les lois. Pas par la force, du moins au début, mais par l'éducation, la prédication, l'exemple. Leur méthode, c'est la patience et l'influence en profondeur. Très vite, ils créent des écoles, des cliniques, des associations caritatives. Ils s'implantent dans les quartiers pauvres, là où l'État est souvent absent. Résultat, ils gagnent en popularité, en respect et en réseau. Mais en même temps, leur projet politique commence à inquiéter. Parce que oui, leur but est clair. À long terme, ils veulent une société gouvernée par la charia, la loi islamique. Une vision qui pose des questions. Quelle place pour les autres religions? Pour les femmes? Pour la démocratie? À cette époque, les frères se présentent comme des réformateurs. Mais certains, déjà, voient en eux une force politique masquée. Dans les années 1940, les frères musulmans prennent de l'ampleur. Leurs membres se comptent en centaines de milliers. Ils participent à des actions sociales, mais aussi à la politique, au débat public et même au combat. Pendant la guerre israélo-arabe de 1948, ils envoient des combattants pour défendre la Palestine. Leur image change. Ce ne sont plus seulement des éducateurs, ce sont aussi des militants prêts à se battre pour leurs idées. Le pouvoir égyptien commence à paniquer. Cette même année, leur fondateur, Hassan al-Banna, est assassiné dans la rue. Officiellement, on ne sait pas par qui, mais tout le monde soupçonne le gouvernement. En 1952, les militaires prennent le pouvoir en Égypte.
un certain Gamal Abdel Nasser devient président. Ironie de l'histoire, il a d'abord été soutenu par les frères, mais très vite tout bascule. Nasser veut moderniser l'Égypte, mais sans religion dans les affaires de l'État. Il interdit les frères musulmans, les accuse de complot et les réprime violemment. En 1954, après une tentative d'assassinat contre lui, qui a été attribuée aux frères, il lance une énorme vague d'arrestations. C'est là qu'un homme va radicaliser le mouvement, Saïd Kouteb. En prison, il écrit des textes brûlants, accusant l'Occident d'être immoral et les régimes arabes de trahir l'islam. Pour lui, la seule solution, c'est une révolution religieuse, même violente s'il le faut. Ces idées vont marquer l'histoire et nourrir plus tard des groupes encore plus radicaux. Après les années de répression, les frères musulmans n'ont jamais complètement disparu. Au contraire, ils ont changé de méthode, se sont adaptés, infiltrés, parfois réinventés. Dans certains pays, ils continuent d'agir via des associations, des syndicats, des partis politiques. Leur discours, celui d'un islam modéré, compatible avec la démocratie. Mais ce n'est pas si simple. En 2011, pendant le printemps arabe, ils font un retour spectaculaire en Égypte. Leur candidat, Mohamed Morsi, est élu président. Mais l'expérience tourne court. 1 an plus tard, il est renversé par l'armée. Le pays replonge dans la répression. Et le mouvement est à nouveau interdit. Depuis, leur image divise. Certains les voient comme un rempart contre l'extrémisme, d'autres comme une porte d'entrée vers la radicalisation. Ce qui pose problème, c'est le double discours. En public, ils parlent de démocratie et de dialogue. Mais en interne, certains documents révèlent une volonté de changer la société en profondeur, de l'intérieur, avec une finalité religieuse stricte. Résultat, plusieurs pays comme l'Égypte, l'Arabie Saoudite ou les Émirats les ont classés comme organisations terroristes. D'autres, comme la France, les surveillent de près, sans les interdire officiellement. Mais surtout, certaines mouvances plus radicales, comme Al-Qaïda ou même Daesh, s'inspirent en partie des idées d'un homme, Saïd Kouteb, celui qu'on a vu tout à l'heure en prison. Alors non, les frères musulmans ne sont pas tous des terroristes, mais leur idéologie, leur organisation internationale, leur stratégie d'influence, tout ça soulève des questions sérieuses, notamment quand il s'agit d'éducation, de financement ou d'ingérence étrangère. Alors, que retenir des frères musulmans? D'abord, qu'on a affaire à un mouvement ancien, complexe et évolutif, fondé sur une vision religieuse du monde. Il a su s'adapter, se politiser et se mondialiser. Il ne s'agit pas ici de tout diaboliser, ni de tout excuser. Il faut regarder les faits. Oui, ils ont apporté un cadre à des populations en quête d'identité ou de justice sociale. Mais oui aussi, certaines de leurs idées ont pu alimenter des dérives radicales. Et leur stratégie peut parfois brouiller les frontières entre religion, politique et société. Comprendre les frères musulmans, ce n'est pas prendre parti, c'est mettre de la lumière sur une influence qui, aujourd'hui encore, agit à travers des réseaux, des discours, des projets d'école ou d'associations. Et dans un monde où les tensions identitaires sont fortes, où la laïcité est souvent mise à l'épreuve,
mieux vaut connaître ces dynamiques plutôt que de les ignorer. La question, ce n'est pas juste qui sont les frères musulmans, mais aussi comment nos sociétés y répondent. Par l'interdiction, par le dialogue, par la vigilance. À chacun de se faire son avis, mais au moins maintenant, vous avez quelques clés.